Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc, je vais attendre un petit peu, voir s'il y a plus de monde qui viennent ce soir pour ce Facebook Live. Donc ce soir, Facebook Live sur un sujet qui peut intéresser énormément de personnes, en fait qui concerne tout le monde, c'est-à-dire l'origine émotionnelle des maladies. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Donc l'origine émotionnelle des maladies, c'est un sujet passionnant puisque je dirais qu'il est... Bonsoir Valérie. C'est très enrichissant de se poser les questions. En fait, tiens, j'ai tel ou tel symptôme, j'ai tel ou tel problème. Qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Ou qu'est-ce qui vient de m'arriver? Qu'est-ce qui fait que ça va mieux dans ma vie? Ou qu'est-ce qui fait que ça va pas dans ma vie? Voilà, c'est des petites questions comme ça qu'on peut se poser quand on a des petits symptômes ou des gros symptômes qui arrivent. Et des fois, on peut se dire, bah ouais, c'est vrai que là, depuis un certain temps, ça va mieux parce que j'ai ceci ou cela qui s'est arrangé dans ma vie. Ou bien, tout simplement, bah ouais, en effet, en ce moment, j'ai une situation un peu compliquée, et du coup, on va se dire, bah ouais, je suis souvent en stress, et en effet, du coup, je déclenche une pathologie. Mais en fait, il y a vraiment des facteurs qui font qu'une maladie ne va jamais arriver par hasard. Et c'est même très fort chez les enfants, puisque les enfants vont avoir plutôt cette capacité en fait à faire vraiment à servir d'éponge à émotion pour les parents, et souvent ça peut être les enfants qui vont faire les somatisations à la place des enfants, les somatisations à la place des parents. Et quelque part, la somatisation que va faire l'enfant, eh bien, je dirais, ça paraît peut-être très simple, mais il suffirait que le parent exprime à l'enfant qu'il n'a pas supporté les tristesses, qu'il n'a pas supporté les peurs de son papa ou de sa maman, les yeux dans les yeux. Et en fait, ça va directement agir sur l'inconscient de l'enfant, et l'enfant va se déprogrammer de ce qu'il est en train d'absorber chez le parent, ce qui fait qu'il peut se rétablir beaucoup plus rapidement. Donc ce soir, je vais aussi, voilà, je vais juste vous donner une petite info, mais peut-être que vous êtes déjà au courant, hein, c'est fort possible. Donc là, il y a on est en période hivernale, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir des petites pathologies, des rhinites, des bronchites, voilà, des choses comme ça. Des syndromes grippaux, en fait. Voilà, syndrome grippal, c'est de la fièvre, courbature, etc., etc., etc. Et puis je ne parlerai pas des fameux syndromes d'un fameux virus qui nous embête depuis à peu près 1 an. Mais donc, vous pouvez très bien prendre, durant la période hivernale, je dirais des compléments alimentaires qui vont permettre de renforcer votre immunité, qui vont permettre vraiment de renforcer votre système immunitaire. Et ça peut être des compléments en zinc, cuivre, et puis vitamine C, vitamine D. Donc vous trouvez ça dans toutes les bonnes crèmeries, pharmacies et éventuellement parapharmacies de grande surface, et même sur Internet évidemment. Surtout pour la vitamine C, si vous voulez en prendre de la vitamine C, en fait vous en avez de très bonne qualité sur Internet qui est vraiment pas cher du tout puisque c'est vendu au kilo. Donc si vous-même qui faites votre dosage, bonsoir. Et donc vitamine C, moi si j'ai une marque à vous recommander, par exemple sur Internet, c'est une marque qui s'appelle Nutrivita, N-U-T-R-I-V-I-T-A. Là vous achetez ça en 500 grammes ou 1 kg et du coup vous avez de la vitamine C, mais pour 1 an ou pour 2 ans, quoi. Parce que du coup, de la vitamine C, vous pouvez en prendre tout le long de l'année, en fait. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'on a le même métabolisme que les gorilles. Voilà. Donc des grands singes, on a exactement le même métabolisme qu'eux, sauf que les gorilles, qu'est-ce qu'ils font à longueur de journée? Ils mangent que des végétaux. Et donc dans les végétaux, il y a plein de sels minéraux, plein de vitamines, plein d'oligo-éléments. Et nous, en fait, on a plutôt tendance à avoir une alimentation qui aujourd'hui est, je dirais, plutôt pauvre en tout ce qui est vitamines, tout ce qui est vraiment qui va participer à notre système immunitaire, ce qui va participer au bon fonctionnement de notre microbiote intestinal. Et donc, voilà, merci Emmanuel, ouais. Donc vous pouvez... ok, merci Emmanuel pour cette précision. En effet, vous pouvez prendre
des légumes qui vont être riches en vitamine C. Il y a l'ail aussi qui est très riche en vitamine C. Alors là, évidemment, il ne faudra pas la faire cuire parce qu'autrement, on va perdre toute sa vitamine, ça va être désagrégé. Mais donc, ces petits compléments alimentaires là, qui ne vont pas vous coûter très cher, et puis évidemment d'avoir une alimentation équilibrée, mais par rapport à votre système immunitaire, ben voilà, pour cet hiver, prenez des petits compléments en zinc et cuivre, vitamine D. Vitamine D, je dirais que là, vous n'avez pas trop le choix, ça va plus être sous forme chimique, mais votre système immunitaire en sera encore plus renforcé. Et donc, si vous devez avoir des symptômes de la grippe, par exemple, eh bien, il y a de fortes chances pour que ça passe beaucoup plus facilement, c'est-à-dire que vous soyez moins avec des symptômes plutôt très forts, quoi, avec des grosses fatigues qui s'en suivent. Voilà, ça c'était la première petite information de partage, mais vraiment, je vous invite vraiment à faire ça, voilà, prendre des compléments alimentaires. Et puis je voulais aussi vous parler, donc lors du premier confinement, j'avais commencé à écrire un bouquin. Je ne dirais pas que je l'ai fini durant le deuxième, parce que je l'ai fini avant le deuxième confinement, je l'ai fini l'été dernier. Et puis en fait, ce que je vous propose, c'est que s'il y en a parmi vous en fait, qui sont intéressés, donc c'est un petit livre, hein, il fait 60 pages, eh bien c'est de vous l'envoyer en fichier PDF et de vous le vendre en fait en fichier PDF pour la modique somme de 7 euros. Donc vous aurez 60 pages qui vont parler de... Alors c'est essentiellement en fait sur les problèmes féminins. Et donc parmi les chapitres en fait, eh bien, je vais parler du cancer du sein, je vais parler de tout ce qui est mycose vaginale, d'infection urinaire. Je vais parler aussi des problèmes au niveau des menstruations, de l'aménorrhée, je vais parler aussi de la ménopause, la cellulite, et puis je développe aussi d'autres sujets qui ne sont pas propres aux problèmes féminins, c'est-à-dire l'hyper et l'hypothyroïdie, ainsi que beaucoup de problématiques que je retrouve chez mes clients en fait, qui sont en rapport avec ce qu'on appelle le jumeau perdu. Donc voilà, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, vous pouvez m'envoyer un petit mail, voilà, 7 euros, c'est règlement sur PayPal ou en virement, et puis je vous enverrai en fichier PDF mon livre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien en fait, dans ce livre, j'explique en fait l'origine émotionnelle de ces différentes pathologies, j'explique aussi mon approche thérapeutique, et puis je donne aussi plein de conseils, c'est-à-dire que lorsqu'on sait qu'on a une pathologie qui peut, je dirais quelque part, paraître lourde, eh bien en fait, le fait de mettre des mots en fait, sur ces mots MAUX, le fait de mettre des mots sur ces ressentis, ça permet souvent de faire des prises de conscience, de dédramatiser la pathologie. Et puis en fait aussi, ces prises de conscience peuvent faciliter un retour à l'état de santé normal. Mais je vais le développer un peu plus dans la conférence de ce soir. Donc pour commencer, je vais vous parler d'une pathologie qui ne sévit pas chez énormément de personnes, encore que c'est vraiment une pathologie qui fait peur, c'est la leucémie. Donc la leucémie, c'est vraiment on va dire que c'est un cancer du sang, c'est-à-dire que c'est une prolifération en effet des cellules du sang, globules blancs, et donc baisse de la pression artérielle, mais quelle peut être l'origine émotionnelle d'une leucémie? Alors en fait, il y a différentes catégories de leucémie, en fonction des globules qui se développent et des symptômes que la personne peut avoir, mais lorsqu'une personne va déclencher une leucémie, en fait, eh bien, elle va avoir un énorme sentiment de fatigue, elle va vraiment se sentir épuisée. Et puis on va lui proposer une prise de sang, et là, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, en fait, que la concentration au niveau sanguin n'est pas bonne du tout, et on va en déduire que c'est au niveau de la moelle osseuse que la production des cellules sanguines ont du mal à... En fait, la fabrication des cellules sanguines sont vraiment mauvaises, quoi. Pourquoi est-ce que le corps humain fabriquerait en fait des cellules sanguines qui ne soient pas en bonne quantité? En fait, c'est souvent lors d'une pathologie, à la limite, il y a une question à se poser, c'est à quoi ça sert pourquoi est-ce que mon corps exprime telle chose ou telle chose? À quoi est-ce que ça peut lui servir? Eh bien, en fait, tout ce qui concerne le sang, souvent, c'est en relation avec le clan, la famille. Donc on va aller chercher à ce moment-là, ok, est-ce que cette personne, quel est son rapport avec son clan, quel est son rapport avec sa famille? Et l'exemple que j'ai à vous citer ce soir, eh bien, c'est une personne en fait qui, au mois de juillet, voilà, a ce gros coup de fatigue, se sent vraiment épuisé, fait sa prise de sang et on lui trouve une leucémie. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'elle ait cet énorme coup de fatigue? Qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie? Alors quand on lui pose la question, eh bien, elle va se dire, ben ouais, rien de particulier, si ce n'est qu'au mois de juin,
voilà, une petite semaine avant, et encore même pas une semaine avant, quelques jours avant qu'elle ait ce gros coup de fatigue, c'est-à-dire que c'est quand même très très rapide, quelques jours avant qu'elle ait ce gros coup de fatigue, en fait, elle a eu le droit à une réunion de famille. C'était pour un anniversaire. Et en fait, il y avait tout son clan, ou une grande partie de son clan, qui était là, une grande partie de sa famille qui était là. Et puis ça s'est très bien passé, mais c'était quasiment une des premières fois de sa vie où son clan, sa famille étaient réunis et elle était valorisée dans son clan, dans sa famille. C'est-à-dire qu'elle s'est sentie heureuse parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, cette personne s'est sentie valorisée, elle s'est sentie bien dans son élément, et en fait, quelques jours après, elle déclenche sa leucémie. Ben évidemment, parce que la leucémie, l'origine émotionnelle de la leucémie, c'est parce qu'elle va mieux. Elle va mieux dans sa tête, elle va mieux dans sa psyché. Ok ? Mais parce que pendant des années, elle s'est sentie dévalorisée dans son clan, dans sa famille. Et là, lorsqu'il y a eu cette fête d'organiser autour d'elle, eh bien en fait, ça a basculé. C'est-à-dire que c'est une personne qui a 70 ans. Pendant 70 ans, elle a vécu inconsciemment et consciemment, quelque part, ce sentiment de dévalorisation envers sa famille, envers ses frères et sœurs. Il y a eu cette organisation de fête familiale, et là, bah, quelque part, tout le monde était gai, tout le monde était joyeux, il y avait vraiment une très bonne ambiance, et elle s'est sentie valorisée, elle s'est sentie mise un peu sur un piédestal par rapport à son clan. Quelques jours après, elle déclenche sa leucémie. Donc elle va faire ses cures de chimio à l'hôpital au mois d'août. Et puis, ce qu'il y a, c'est que bah, quelque part, c'est une famille qui est assez solidaire avec elle, puisque, eh bien, en fait, quasiment tous les jours, il y a des frères à elle des frères et des sœurs à elle qui viennent la voir, qui viennent lui apporter leur soutien. Et en fait, quelques semaines plus tard, elle fait juste une cure de chimio, elle sort de l'hôpital, et je dirais quasiment instantanément, 15 jours après, elle se remet à faire du vélo, tout va bien, c'est-à-dire qu'elle a réussi à guérir de sa leucémie, mais je dirais quasiment en un temps record, quoi. Surtout par rapport à une personne qui avait 70 ans. Et qu'est-ce qui a favorisé son retour à l'état normal de santé? Eh bien, c'est que pendant tout le temps où elle était en convalescence, tout le temps où elle était à l'hôpital, eh bien, elle continuait à se sentir valorisée. C'est-à-dire que si elle s'était sentie ok, je suis malade, mais tout le monde me laisse tomber, et à la limite, il y a des gens qui viennent peut-être la critiquer ouvertement, eh bien, ça l'aurait certainement replongé dans son conflit émotionnel. Et à ce moment-là, la pathologie aurait eu énormément de mal à être guérie, puisque une personne peut très bien être, par exemple, un coup je me ressens dévalorisé, un coup je me revalorise, un coup je me dévalorise, un coup je me revalorise, bref, ça fait un peu le yo-yo. Et là, généralement, ça fait des pathologies qui durent qui peuvent durer très longtemps, quoi, dont on n'arrive pas à se défaire. Donc voilà, c'était un exemple que je voulais vous citer au niveau d'une leucémie, c'est-à-dire que ce n'est pas une maladie incurable et ce n'est pas obligatoirement une maladie qui est très difficile à surmonter, puisque quand on comprend, là cette personne-là n'a pas compris l'origine émotionnelle de sa maladie dans un premier temps, hein, après c'est en discutant avec un thérapeute, le thérapeute lui a expliqué, c'était pas moi, hein, une amie, mais le thérapeute lui a expliqué ce qui s'était passé en fait quelque part dans sa psyché. Et donc elle l'a très bien compris, en effet pour elle, bah, ça a été vraiment, je dirais, la révélation de sa vie lorsqu'en juin elle a eu cette réunion familiale. Alors si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas sur le chat, hein, vous pouvez me poser des questions. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais qu'est-ce qui se passe si, imaginons, demain c'est un enfant qui a 2 ans, qui a 3 ans, qui déclenche une leucémie? Eh bien là je vais vous dire, bah ouais, mais en fait ce n'est pas forcément l'enfant qui résout un conflit émotionnel qui lui appartient, encore que, peut-être qu'il faut aller voir à ce niveau-là, mais généralement, c'est peut-être un de ses parents qui en fait souffrait de dévalorisation émotionnelle au sein de son clan et qui du jour au lendemain, par rapport à un événement, ça peut être aussi là une réunion familiale, ça peut être, je dirais, de la reconnaissance d'un de ses parents, par exemple, et bien qui en fait va basculer dans sa tête de oui, j'étais dévalorisé dans mon clan, dans ma famille, mais en fait, aujourd'hui ça va mieux. Et quelque part, ça peut être l'enfant qui portait en lui ce programme de dévalorisation et qui va solutionner le conflit émotionnel du parent. Donc là, c'est important, quand on a notion de tout ça, de tout ce qui est origine émotionnelle des maladies, eh bien en effet de pouvoir faire un travail directement sur l'enfant et aussi sur un des parents. Donc moi, c'est ce que je ferais, je n'ai pas eu ce cas-là qui s'est présenté encore en séance, mais en tout cas, c'est ce que je ferais. Je dirais aux 2 parents de venir avec leur enfant, ou si l'enfant ne peut pas venir au cabinet, eh bien, je me déplace directement dans l'établissement hospitalier.
Et puis je vais faire une constellation pour aller chercher en effet les ressentis émotionnels qui conditionnent sa leucémie. On va aller chercher également donc si ça appartient à l'enfant, si ça appartient aux parents, si ça appartient éventuellement à des ancêtres. Peut-être que des dévalorisations dans le clan, il y en a eu chez les parents, chez les grands-parents, chez les arrière-grands-parents, etc., etc. Mais donc en constellation, il n'y a aucun problème pour aller chercher des ressentis émotionnels, des non-dits émotionnels, quelle que soit leur origine. Et en fait, ce sont ces non-dits émotionnels qui viennent influencer les personnes aujourd'hui. Donc j'ai déjà fait une fois une visioconférence, je ne sais plus quel jour c'était, ça se trouve, non, c'était pas la semaine dernière c'était sur l'autosabotage. Mais je me demande si c'était pas, il y a 2 semaines, c'était en effet sur l'influence des non-dits de nos ancêtres sur nos vies. Hein, voilà, donc j'avais développé vraiment le sujet par rapport à des expériences que j'ai pu vivre avec des personnes qui me consultent. Donc voilà, c'est premier partage par rapport à la leucémie. Je voulais aussi vous parler en fait d'une revue qui s'appelle Néo Santé, qui est rédigée par Yves Razir. Et donc, cette revue Néo Santé, vous pouvez donc, évidemment, je vous encourage à vous abonner à la revue. Hein, c'est une revue qui paraît mensuellement, où on parle énormément de décodage biologique des maladies, où on remet les choses à leur juste place, je dirais. Et puis Yves Razir, en fait, tous les mercredis, publie une newsletter. Et surtout, en ce moment, c'est par rapport au Covid. Et donc, ça peut être source de très bonnes informations pour vous, puisque là, en fait, sur sa dernière newsletter de ce mercredi, il parle des variants et de tout ce qui tourne autour du Covid, et donc de tout ce qui est, je dirais, évoqué de manière dramatique par rapport aux variants, sachant qu'en fait, c'est juste une évolution tout à fait normale du virus. Tu as appris cela où? Qu'en pense le médical? Eh bien, j'ai appris cela où? J'ai appris ça en me formant, et je vais aussi, j'organise du coup aussi une formation fin mars, début avril sur justement le décodage biologique des maladies. Je propose pendant 5 jours vraiment de permettre aux personnes qui participeront à cette formation eh bien, de comprendre les tenants et aboutissants de tout ce qui peut se passer dans notre psyché, dans notre cerveau, mais aussi de tout, je dirais, le champ informationnel de nos ancêtres et qui vient nous influencer aujourd'hui. Et qu'en pense le médical? Eh bien, le médical, en grande majorité, je pense 95% des médecins allopathiques n'y croient pas. Et puis, il y a quand même 5% qui s'y intéressent fortement. Et généralement, dans ces 5%, on va trouver aussi des médecins allopathes qui vont s'intéresser à l'homéopathie. Il y en a même certains qui font des formations d'ostéopathie. Mais donc, en fait, ce sont des personnes qui ne se cantonnent pas de se dire « Ah, ok, bonjour monsieur, vous avez mal où? Très bien, diagnostic, ben voilà, on va dire une petite angine. Ok, je vous fais une petite ordonnance avec une petite pastille, ça sera remboursé par la sécurité sociale et vous verrez dans une semaine ça ira beaucoup mieux. Sachant qu'à la limite, la personne, si elle ne prenait pas de médicaments, et bien ça se trouve dans une semaine, elle irait quand même très bien. Mais ça, voilà, c'est pas dit dans la chanson. Et donc le corps médical, vous avez quand même pas mal de personnes qui ont conscience de ça. Hein. Vous avez tout le monde, je dirais, de la psychothérapie et puis des accompagnements holistiques. Donc ce n'est pas forcément le monde médical officiel. Mais disons que vous avez énormément de praticiens qui ont tout à fait conscience que par rapport à une problématique de santé d'une personne, il y a une origine émotionnelle. Donc on va d'abord travailler sur le stress de la personne et puis ensuite aller chercher éventuellement l'origine émotionnelle en essayant de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie et de pouvoir mettre en lumière en fait les conflits émotionnels, les non-dits émotionnels qu'elle a pu vivre. Donc c'est pour ça que j'en parle dans mon livre hein, notamment, que je vous propose à 7 €. Donc dans ce livre, en fait, quand je vais parler du cancer du sein, je vais parler des différents cancers du sein, des différentes origines émotionnelles des cancers du sein et quelle approche on peut avoir par rapport à ça. Il y a 15 jours, le non émotionnel. Ok, merci Emmanuel. Donc ça, c'est Emmanuel en fait qui me dit il y a 15 jours le non émotionnel, mais je pense que c'est par rapport justement aux origines de nos ancêtres. Enfin, comment dire, je ne sais plus quel était le titre exactement, mais c'était en fait quelle est l'influence sur nos vies des non-dits émotionnels de nos ancêtres. Voilà, donc ça, c'est toutes les visioconférences de Facebook que j'ai fait. Eh bien, vous les retrouvez sur ma page Facebook pro, Grégory Pelletier, thérapeute. Hein, et puis, si vous voulez les voir en replay, c'est à volonté. Hein. Généralement, ça dure 1 heure. Hein, je fais ça entre 20 h et 21 h. Donc, si je reviens aux pathologies des enfants,
eh bien, les enfants sont vraiment de super éponges à émotions pour les parents, c'est-à-dire que même si vous avez un enfant, par exemple, qui va se faire une gastro, eh bien, ça peut être intéressant de savoir s'il n'y a pas un des parents, quelque part, qui a vécu un conflit émotionnel de bah, ce morceau-là, je n'arrive pas à le digérer. Ou bien ça peut être un parent qui est très très pressé, en fait, qu'un événement se passe, et eh bien, une des origines émotionnelles de la gastro, c'est en effet, je dois libérer, je dois lâcher. Et en fait, c'est l'enfant qui va faire la gastro à la place du parent. Et ce qu'il y a de magique avec les enfants, c'est que par rapport à des petites pathologies, je ne parle pas de la leucémie évidemment, mais je parle par rapport à des rhumes, vous avez des enfants qui sont enrhumés en permanence, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs un des surnoms des enfants, c'est pas très joli, mais c'est morveux. Donc en fait, bah voilà, ils se mouchent tout le temps, ils reniflent tout le temps, et d'ailleurs les enfants, on a beaucoup de mal à les faire moucher bah, parce qu'ils soufflent pas d'une seule narine, enfin bon, c'est toujours la galère. Mais en fait, ce qui peut être intéressant de savoir, c'est est-ce qu'il n'y a pas en ce moment quelque chose qui fait qu'il y a un des parents, il y a quelque chose qui lui pue au nez aux parents. Il y a une situation un peu inconfortable qu'un des parents est en train de vivre, généralement ça peut être au travail ou en famille, ou avec un ami, hein, tout simplement. Mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas une situation aujourd'hui qui pue au nez d'un des parents? Et ce qui se passe, bah, en fait, c'est l'enfant qui est en train de faire la somatisation à la place du parent. Et si le parent prend conscience de ça, il se dit « Ah ok, mon fils, ma fille, en ce moment, il ou elle est malade, et bah oui, en effet, c'est moi qui en ce moment, voilà, j'entends, par exemple, j'ai entendu des choses que j'aurais préféré ne pas entendre. Et puis vous avez en fait votre enfant qui fait une otite oreille gauche. C'est la symbolique émotionnelle de l'otite oreille gauche, c'est j'ai entendu quelque chose que je n'aurais pas voulu entendre, que j'aurais préféré ne pas entendre, ça m'a choqué, ça m'a blessé par exemple. Eh bien si un adulte entend ça, ça peut être remettre l'enfant qui fait une somatisation à sa place. Et donc quand on a conscience de ça, eh bien c'est de se dire, ok, à ce moment-là, de parler à l'enfant les yeux dans les yeux et de lui dire, mon chéri ou ma chérie, ce n'est pas à toi de solutionner, de résoudre les problèmes de papa, de maman. Ce n'est pas à toi de prendre les colères de papa, de maman. Ce n'est pas à toi d'exprimer les stress de papa, maman. Alors même si l'enfant a 6 mois, même si l'enfant il a 1 an, même si l'enfant il a 2 mois, vous voyez ce que je veux dire quoi? En fait, eh bien c'est pas grave. C'est l'adulte, le parent qui avec son amour, son intention de libérer l'enfant de ses stress, par exemple, va vraiment exprimer ça à l'enfant, les yeux dans les yeux. Et en fait, l'inconscient de l'enfant comprend tout à fait ce que le parent va lui dire et ça peut généralement déprogrammer la petite pathologie que va faire l'enfant. Alors par rapport à un bébé, bah, c'est de lui dire ça pendant la nuit. Et par exemple, vous pouvez très bien, pendant que l'enfant est en train de dormir ou en train de faire sa sieste, hein, si c'est vraiment un jeune enfant, eh bien, pendant qu'il est en plein sommeil, eh bien, c'est d'aller lui parler pendant la nuit, lui dire ces choses-là. Écoute, mon chéri, voilà, maman vit ceci ou papa vit cela, c'est compliqué, mais ce n'est pas à toi de prendre toutes les peurs et tous les stress de papa ou de maman. Et en même temps, une fois que le parent fait ça, eh bien, c'est éventuellement. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? C'est pas normal ce qu'il nous raconte. Eh ben, c'est peut-être pas normal, mais je vous invite vraiment à expérimenter et puis à le faire, c'est de vous imaginer en fait qu'il y a un cordon qui, si c'est vous le parent par exemple, puis vous dites bah oui mon enfant il a des colites, il a vraiment des problèmes digestifs, il y a des trucs qui vont pas, puis vous dites bah oui mais en ce moment c'est moi là, il y a quelque chose vraiment j'arrive pas à le digérer, c'est au travail, je suis très contrarié parce que mon chef de service etc etc. Si votre enfant est en train de dormir en fait eh bien c'est tout simplement pendant son sommeil de lui dire tout ça. De lui dire que toutes ces colères, tout ce qui lui semble indigeste à papa ou maman, eh bien, ce n'est pas à lui de résoudre ça, qu'il peut s'en libérer. Et de visualiser comme s'il y avait un cordon qui partait de vous, qui reliait votre enfant, et comme si vous coupiez, je dirais, de manière tout à fait symbolique, de manière tout à fait virtuelle, ce cordon, et que ce cordon, vraiment, votre enfant était mis d'un côté et vous de l'autre. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un cordon relationnel, un cordon énergétique qui vous reliait l'un à l'autre, et de dissoudre ce cordon. Et ça, vous le faites mentalement, évidemment, mais votre cerveau ne fera pas la différence entre le réel, le virtuel, l'imaginaire et le symbolique. Pour votre cerveau, c'est comme si du coup vous n'étiez plus lié de manière aussi forte sur le plan émotionnel à votre enfant,
Et si ça se trouve, votre enfant, une fois qu'il sera réveillé, peut-être que dans les heures qui suivent, eh bien, en fait, sa pathologie va carrément s'arrêter. Je dis bien si, je veux dire, c'est pas, il faut tenter, il faut expérimenter, et après, bah, c'est à vous d'en déduire ce que vous voulez, évidemment, mais vous verrez, je dirais 9 fois sur 10, ça va marcher, quoi. Donc j'ai une question, quelle est l'origine émotionnelle de l'arthrite de la main ou des doigts SVP? Merci. Eh bien, Aymen, ça fait un grand plaisir d'avoir de tes nouvelles, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à m'envoyer un petit mail si tu le souhaites, hein, voilà, pour me donner de tes nouvelles, hein. Donc l'arthrite, en fait, c'est une phase de réparation. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que hommes et femmes, on a ce qu'on appelle des polarités, c'est-à-dire que on va avoir un côté qui va être plus, par exemple, un homme droitier. Son côté gauche, main gauche, ça va être plutôt la relation à sa mère et à ses enfants. Et côté droit, ça va plutôt être le côté relationnel, travail, partenaire, ou côté masculin, côté père. Ok? Ça, c'est pour un homme droitier. Un homme gaucher, ça sera l'inverse. C'est-à-dire qu'on parle de latéralité cérébrale. Un homme gaucher, sa latéralité cérébrale sera inversée. C'est-à-dire que pour un homme gaucher, côté gauche, ce sera le côté partenaire, côté travail, côté plutôt masculin en rapport avec son père. Et côté droit, côté enfant et mère. Et donc, si tu me parles de arthrite d'une des mains, et ben en fait, l'arthrite, c'est en rapport à de la dévalorisation. Donc ça va plutôt être de la dévalorisation dans le geste, dans le mouvement qui a été ressenti, qui a été vécu. Donc en fait, tout le temps que la personne va être dans ce conflit de dévalorisation dans le geste, dans le mouvement. Donc quand je dis dévalorisation, c'est-à-dire qu'à la limite, c'est quelqu'un qui travaille, admettons, un homme droitier. Donc ça va être son côté, je dirais main droite, ça va être le côté travail. Ça peut être aussi le côté partenaire. C'est-à-dire que c'est une personne peut-être que elle va vivre un conflit émotionnel dans l'effet de ce que je fais, vraiment, c'est vraiment de ce que je fais avec mes mains ou ma main droite, parce que en plus peut-être qu'il est droitier, hein, mais c'est pas obligatoire, c'est vraiment par rapport à la latéralité cérébrale, je vais revenir après pour plus de précision. Mais donc, s'il se sent dévalorisé dans le geste, dans le mouvement, il y a 0 symptôme. Par contre, le cerveau envoie l'information comme quoi il doit liser les cartilages, ça peut être au niveau des articulations des doigts, ça peut être dans le poignet, ça peut être dans le coude. Après, chaque partie du corps a vraiment une symbolique très précise. Mais là, si c'est les doigts, c'est vraiment, voilà, faire les choses, ça pourrait être un pianiste, par exemple. Vous avez beaucoup je dirais, dans la génération des baby-boomers, beaucoup de femmes qui ont été sténodactylos, qui ont été secrétaires, et en fait, une grande partie de leur vie, elles ont tapé à la machine à écrire, et puis aujourd'hui, elles sont en retraite, et en fait, elles ont de l'arthrose au niveau des doigts. Mais c'est pareil, l'arthrose, en fait, c'est de la réparation par rapport à des phases de dévalorisation. C'est-à-dire quelqu'un qui tapait à la machine pouvait faire des ratures, du coup, vous allez être obligé de mettre du correcteur, enfin, ça n'avait rien à voir avec un ordinateur, quoi. C'était beaucoup plus laborieux pour corriger ses fautes d'orthographe et de conjugaison. Donc, en fait, il pouvait y avoir de l'énervement, il pouvait y avoir de la dévalorisation. Et ben, en fait, du coup, quand ça va mieux, quand la personne ne se sent plus dévalorisée, elle peut déclencher de l'arthrite ou de l'arthrose. Donc l'arthrite, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport à de l'arthrite? Eh bien déjà, si on arrive à prendre conscience en effet, mais oui, là c'est vrai, j'aurais aimé qu'on me félicite par rapport à ce que je faisais. J'aurais aimé qu'on me dise plus souvent que c'était bien ce que je faisais. Parce que étant donné que je ne l'ai pas entendu, je me suis senti dévalorisé. Et le jour où la personne va mieux, imaginons, elle change de travail, et puis elle change de travail, puis là du coup on lui dit, ben ouais, ou c'est même elle qui se félicite elle-même, c'est-à-dire que c'est elle-même qui se valorise toute seule en se disant, ben ouais, là aujourd'hui ça me plaît ce que je fais, je m'épanouis dans ce que je fais. Donc du coup elle se valorise toute seule sans que ce soit une personne de l'extérieur, et peut-être que dans son métier précédent elle se dévalorisait parce que ça ne lui plaisait pas ce qu'elle faisait, aujourd'hui ça lui plaît, paf, arthrite qui déclenche. Donc par rapport à l'arthrite, c'est première chose, prise de conscience, éventuellement expression des non-dits émotionnels, écriture des non-dits émotionnels. Si ça ne vient pas vraiment à l'esprit de la personne, eh bien c'est éventuellement aussi de me consulter ou de consulter d'autres personnes pour vraiment aller chercher, voilà, mais quel a été vraiment le ressenti émotionnel que tu as vécu pendant les années où le métier que tu exerçais ne te plaisait pas. Donc ces prises de conscience-là vont faciliter cette phase de réparation d'arthrite ou d'arthrose. C'est-à-dire que l'arthrite, étant donné que c'est
post-conflit émotionnel, c'est parce que ça va mieux, le cerveau envoie l'information, et bien je dois refaire du cartilage pour remettre mes articulations comme elles étaient avant. Mais en fait, il y a une phase inflammatoire pour apporter tous les sels minéraux, les oligo-éléments et les acides aminés. Et puis, ce qu'il y a, c'est que les cartilages ici, en fait, ils ont besoin souvent, il y a un des minéraux qui sert beaucoup, c'est ce qu'on appelle la silice. Donc, par rapport à de l'arthrite, eh bien, ça peut être intéressant attention, de manger un petit peu d'argile verte, ah ouais, la manger là, pour en avoir dans son corps, de se faire des cataplasmes d'argile verte. Il y a aussi des petits pains de soufre. En fait, c'est du soufre pur qui existe en petits berlingots. Et c'est de se masser les articulations avec ces pains-là, donc à sec, hein, vraiment de se masser les articulations. Et puis éventuellement, c'est de prendre des compléments alimentaires, tout ce qui est à base de cartilage, donc il y a cartilage de requin, cartilage de raie. Et le plus important, c'est de continuer de se valoriser dans ses gestes, dans ses mouvements. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en effet, j'imagine quelqu'un qui a de l'arthrite dans les doigts et se dit « bah ouais, ça me fait mal, je ne peux pas travailler comme je veux, ça m'handicape quelque part. » Ok. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la psyché de la personne, si elle se dit « étant donné que j'ai mal, je ne peux pas travailler comme je veux ou aussi bien que je veux », et du coup, elle se redévalorise. Ah, mais si je me redévalorise, le cerveau va dire « ok, alors qu'est-ce que je fais ? Je continue de réparer ou j'arrête de réparer, je continue la lise ?» Vous voyez ce que je veux dire quoi ? En fait, qu'est-ce que je donne comme information émotionnelle à mon cerveau, inconsciemment. Mais le truc à faire, en fait, c'est que quel que soit ce que vous arrivez à faire avec vos mains, eh bien, c'est d'être en permanence dans de la valorisation. Qu'est-ce que c'est bien à aujourd'hui, même si j'ai eu mal, d'accord ? Eh bien, j'ai réussi à faire ceci, j'ai réussi à faire cela, et puis j'avance. Ok, j'ai eu des douleurs. Peut-être que mes gestes n'étaient pas aussi précis qu'avant, mais j'ai réussi à faire ceci, j'ai réussi à faire cela. Parce que du coup, vous n'allez plus être en bascule de un coup je me dévalorise, un coup je me valorise, et ce qui fait que ça va faciliter le retour à l'état normal de vos cartilages, des articulations ici. Et après, on pourrait travailler, donc moi j'ai une technique de soin, ça s'appelle de l'ostéo douce. Donc j'ai pas besoin de contact avec la personne, mais c'est que je vais ressentir dans chaque os, dans chaque articulation de la main, l'énergie qui circule. Donc en médecine traditionnelle chinoise, on appelle ça le qi. Et donc en fait, on est vraiment tous remplis de cette énergie vitale. Et donc en fait, je vais ressentir l'énergie qui circule au niveau des articulations. Et généralement, à chaque fois qu'il y a une douleur, cette énergie, je sens qu'il y a une distorsion de l'énergie. En fait, elle circule mal. Soit elle est bloquée, soit elle est trop forte. Et l'ostéodouce va permettre de retrouver un équilibre énergétique. Et généralement, ça va vraiment apaiser la douleur. Et ça va permettre, là aussi, un rétablissement plus rapide. Voilà, pour ce qui est de l'arthrite au niveau des doigts par exemple. Et j'aurai éventuellement un exemple de polyarthrite à vous raconter si j'ai le temps. Alors, bonsoir. Qu'est-ce que ça veut dire quand on fait des crises d'angoisse au fait depuis la perte de mes enfants, prise de conscience? Ça peut venir de différentes origines. Là, je sais pas. En fait, je dirais que là, par rapport à, je te tutoie, hein, mais par rapport à ta question, là, je peux pas te donner d'informations justes. Je pourrais faire que des hypothèses, que des suppositions. Et parmi les suppositions que je vais te dire, eh bien, ça se trouve, il n'y en aura aucune qui correspond à ta problématique. Par contre, je suis des personnes actuellement qui sont en effet dans des états très anxieux, qui sont très stressés, notamment par rapport à l'incertitude du futur, hein, parce qu'on nous menace d'un futur confinement. Et c'est vrai que sur un plan professionnel et personnel, en fait, c'est très déstabilisant parce qu'on a du mal à se projeter. Et donc les personnes peuvent être très anxieuses par rapport à ça. Mais alors toi, en fait, crise d'angoisse, il y a différentes origines. Perte de tes enfants, donc forcément, perte de ses enfants, c'est quelque chose qui est quelque part très dramatique. Et il faudrait vraiment aller chercher quel était ton rapport par rapport aux enfants, quel était donc de toi aux enfants et aux enfants par rapport à toi. Et peut-être que dans la généalogie, parce que les choses n'arrivent pas par hasard, je dirais quand on a vraiment des gros événements comme ça qui arrivent dans nos vies, c'est très intéressant d'aller chercher dans les générations au-dessus, savoir s'il n'y a pas eu déjà des pertes d'enfants, s'il n'y a pas eu des personnes en fait qui ont déjà vécu des crises d'angoisse, et peut-être que même toi quand tu étais enceinte, ou peut-être qu'il y a eu... Là, je fais vraiment que des hypothèses, donc je n'ai absolument pas du tout la réponse à ta question. Hein, j'insiste bien là-dessus, quoi. C'est vraiment peut-être que, je ne sais pas si tu as déjà fait une IVG, peut-être qu'il y a eu d'autres personnes qui ont perdu des enfants. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes dans ta famille qui font aussi des crises d'angoisse?
Voilà, il faudra aller chercher là-dedans, mais il y a de fortes chances pour que ces crises d'angoisse trouvent, je dirais, ce qu'on appelle le programmant, eh bien, soit dans ton enfance, soit dans les générations au-dessus. Et en fait, eh ben voilà, c'est la perte des enfants. Mais voilà, faudra en parler tous les deux pour vraiment que je puisse te donner des réponses. Et en effet, une fois qu'on trouve l'origine émotionnelle de ces crises d'angoisse, ouais, alors attends, tac, je relis. Ok, donc là, et ce qu'il y a de fort, c'est que quelque part, d'une génération à l'autre, il se produit le même drame. Donc c'est quelque part normal que toi aujourd'hui, mais ça vient directement de frapper de plein fouet, quoi. Mais par contre, il y a une chose qu'il va falloir faire, c'est couper comment dire, ce scénario infernal de génération en génération, parce que il n'y a pas de hasard par rapport à ce type d'événement. Ça peut être malheureusement un événement qui va se reproduire encore dans les générations futures, quoi. Donc ça, en constellation, bah, ça se libère très bien. Voilà. Donc je peux pas t'en dire plus. Je n'ai pas suffisamment d'informations et je ne veux surtout pas te mettre sur de fausses pistes. Si tu veux, tu m'envoies un email et puis on en reparle par mail et voilà, ou même au téléphone. Hein, je propose, donc là, mon site a fait une belle refonte et vraiment j'ai un très beau site maintenant. Je propose éventuellement, pour les personnes qui le souhaitent, un quart d'heure de téléphone pour échanger sur leurs problématiques. Je peux leur proposer mes services et leur dire bah, en fait qu'est-ce que je peux, en quoi je peux intervenir. Voilà, un petit quart d'heure d'échange et après bah, c'est la personne qui choisit si en effet on va un peu plus loin et puis elle prend rendez-vous pour une ou plusieurs séances ou bien non en fait voilà pour elle c'est ok il n'y a pas besoin quoi. Hein. Et donc mon mail c'est contactgp44@gmail.com et mon site c'est boostez-vous.fr avec un tiret entre le booster et vous. La tendinite, est-ce la même chose que l'arthrite? Alors non, en fait, la tendinite, c'est différent. La tendinite, donc l'arthrite, ça vient vraiment au niveau des cartilages. Et la tendinite, bah, ça va plutôt être au niveau tendineux. Mais la tendinite, ça va être par rapport à de la dévalorisation. C'est pareil dans le geste, dans le mouvement, mais plus avec une notion de force, hein, où on doit avoir de la force. Par exemple, il y a les tennis elbow chez les joueurs de tennis. C'est-à-dire que ça, donc ça, je l'avais déjà pris en exemple dans une de mes Facebook Live. C'est le joueur de tennis qui joue toujours contre le même adversaire et il le bat à plat de couture. Voilà, nickel. À la limite, un homme droitier ou gaucher, peu importe. Et puis, il y a un match où là, il se fait battre à plat de couture. Et du coup, ce joueur de tennis qui se fait battre, alors que sachant que d'habitude, c'était toujours lui le gagnant, et bien en fait, là, il va se sentir dévalorisé. Il va se dire, bah ouais, mais j'avais pas le bon smash, j'avais pas le bon revers, j'avais pas en fait vraiment le bon mouvement. Voilà. Et son cerveau, du coup, par rapport à cette dévalorisation, eh bien, il va entamer une nécrose ici au niveau du coude des ligaments et même une nécrose musculaire. 2-3 semaines plus tard, donc zéro symptôme. C'est-à-dire que tout le temps que la personne là, elle est dans son ressenti émotionnel inconscient de dévalorisation, tout le temps qu'elle se sent dévalorisée, il n'y a pas de symptômes. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est que lorsqu'une tendinite arrive, que ce soit de l'arthrite, de l'arthrose arrive, lorsque ça va être une foulure par exemple, une déchirure musculaire, tout ce qui est musculo-squelettique, quasiment tout ce qui est musculo-squelettique, donc qui concerne les muscles et le squelette, ce sont des phases de réparation par rapport à des dévalorisations. Alors après, il y a énormément de tonalités différentes en fonction des os et des articulations, évidemment, surtout au niveau de la colonne vertébrale. Hein. Je dirais que chaque vertèbre a une symbolique. Mais là, si je reviens sur mon joueur de tennis, imaginons, voilà, il a perdu son match, 2-3 semaines après, il rejoue contre ce même adversaire, et puis là, il gagne. Et ben, vous pouvez quasiment être sûr que dans l'heure qui suit, il va commencer à avoir mal au coude, phase de réparation, le cerveau envoie, ok, c'est bon, je n'ai plus besoin de liser parce que je ne me sens plus dévalorisé, et là, je vais refaire à ce moment-là du tendon, du muscle. Et donc, bah, il y a une phase inflammatoire qui est douloureuse. Bah, en fait, ça veut dire qu'il faut immobiliser le membre et puis accepter la douleur quelque part, sachant que vous avez des anti-inflammatoires naturels qui ne sont pas du tout issus de l'industrie chimique et qui vont pouvoir en fait, je dirais assouplir un petit peu la douleur, quoi. Hein, je sais plus quel est c'est par rapport à du cassis. Alors je sais plus quel est le nom du truc, mais voilà, c'est des petits compléments alimentaires que vous pouvez prendre. Hein, c'est tout à fait naturel. Et donc là c'est pareil, la tendinite, eh bien c'est de ne pas faire cette bascule de ah mince, j'ai mal au coude,
je me redévalorise parce que je ne vais plus pouvoir jouer au tennis, et donc bah, du coup vous allez entretenir, je dirais, un coup je me valorise, je me dévalorise et ainsi de suite. Non, c'est vraiment psychologiquement d'être du coup dans un état positif et de se dire ok, bah, je remercie mon corps de me faire comprendre que je me suis dévalorisé parce que j'ai perdu un pauvre petit match et qu'aujourd'hui, bah, en effet, je suis en train d'aller mieux psychologiquement parce que mon ego va mieux, hein, mon orgueil va mieux parce que j'ai gagné ce match. Et donc, bah, du coup, tu me fais cette petite réparation ici. Donc là, c'est pareil par rapport à de la tendinite, bah, c'est de l'ostéo douce en complément. Et puis, bah, voilà, dans la tête de la personne, vraiment qu'elle puisse positiver, non pas rebasculer dans des dévalorisations. Ouais, aux fausses couches, quelles origines émotionnelles? Merci encore. Alors en fait, les fausses couches, là c'est pareil, je n'aurai pas de réponse précise à te donner, puisqu'il peut y avoir différentes origines, puis ça dépend vraiment de la personne. Je dirais qu'en constellation familiale, que ce soit en groupe ou en individuel, on va aller chercher une origine émotionnelle qui n'appartient pas à la personne. Pourquoi est-ce qu'une maman ferait des fausses couches? Pourquoi? Alors, on va dire, bah non, c'est quelque chose de dramatique, elle perd son enfant, ouais, ok, bien sûr, ça je l'entends. Mais dans la lignée féminine, par rapport au clan, par rapport à sa mère, par rapport à sa grand-mère, par rapport à ses arrière-grand-mères, qu'est-ce qui fait que une femme ne peut pas mettre un enfant au monde en vie? Eh bien, peut-être que dans les générations au-dessus, il y a des femmes, ou il y a une seule femme même peut-être, en fait, qui est décédée en couche. Ou bien, si on avait su qu'elle était enceinte, on l'aurait tuée, ou bien parce qu'elle était enceinte, elle a été tuée, elle a été exécutée. En fait, là c'est vraiment, je dirais, un sujet qui est super intéressant parce que moi j'irais sans chercher vraiment par rapport à cette femme hein, qui fait des fausses couches peut-être à répétition, mais sans aller chercher directement dans l'histoire de cette femme, d'aller chercher vraiment dans du transgénérationnel. Et là c'est pareil, c'est de couper les liens qui font que cette femme, elle est en loyauté avec une ou des ancêtres. Et ces ancêtres-là ont vécu quelque chose de dramatique qui fait qu'aujourd'hui, elle, en fait, elle ne peut pas mettre d'enfant au monde. Alors après, là, il me vient une idée, c'est pareil, c'est une hypothèse, parce que je n'ai pas la réponse exacte à ta question, je peux pas l'avoir là comme ça, c'est pas possible, faut venir me consulter en séance pour qu'on ait la réponse avec elle et moi, quoi, à deux, quoi. Ou après les séances, je les fais aussi en visio, hein, on n'est pas obligé d'être en présentiel. Mais donc, est-ce que l'environnement dans lequel est cette femme est propice à... est-ce que l'environnement dans lequel vit cette femme est propice à accueillir un enfant? C'est-à-dire, est-ce que psychologiquement, cette femme se dit, bah oui, ok, de toute façon, moi, j'habite dans un endroit où je peux accueillir l'enfant, où je vais pouvoir l'élever, où je vais pouvoir le nourrir. Ok? Mais imaginons que ce soit une femme qui vive peut-être dans un milieu social peut-être un petit peu défavorisé, où elle se dit, si ça se trouve, cet enfant, je ne pourrais pas le garder, ou je n'ai pas suffisamment d'argent pour nourrir cet enfant. Voilà, je sais pas, quelles sont les conditions psychologiques de la personne, est-ce qu'elle est en train de vivre peut-être en ce moment des conflits ou pas, je sais pas. Hein, voilà. Donc il y a plein de pistes à explorer. Moi j'irais plus dans du transgénérationnel que par rapport à la personne actuellement. Okay, parce que nous les êtres humains, mais comme tous les animaux, parce que nous sommes quand même des animaux comme tous les animaux qui vivent sur cette planète, et bien quelque part, si nous venons sur Terre, c'est pour perpétuer l'espèce. C'est-à-dire que c'est vraiment un programme inconscient de survie de l'espèce, c'est-à-dire qu'on est là pour perpétuer l'espèce. Et donc, les femmes sont là pour avoir des enfants, et puis les hommes sont là, en effet, pour avoir des enfants avec les femmes, et on a besoin des deux sexes, évidemment, mais que ce soit les hommes ou les femmes, on est là pour perpétuer l'espèce. Et donc, une personne comme ça, qui, malheureusement, aurait des fausses couches à répétition, eh bien, c'est pas dans le programme originel de la personne, c'est pas dans le programme originel du clan, de l'espèce, de tout ce qu'on veut, quoi. Donc, il y a forcément quelque chose qui vient perturber ça. Voilà. Bonsoir, lorsqu'on n'arrive pas à allaiter, que l'on angoisse lorsqu'on donne le sein. Là c'est pareil, je pense que c'est bon à voir dans l'histoire. Là c'est pareil, j'irai pas forcément chercher dans l'histoire de... Alors, sauf si... donc c'est Céline qui pose la question. Alors imaginons que Céline, ce soit ta question, parce que tu n'arrives pas à allaiter ou tu as des problèmes à allaiter.
Eh bien, c'est peut-être tout simplement voir quel était ton rapport avec ta maman quand tu étais enfant, quand tu étais nouveau-né. Est-ce qu'il n'y a pas eu je dirais un programme, peut-être que ta mère a pu ressentir certaines choses. Toi, l'enfant que tu étais vraiment une éponge à émotions. Et peut-être qu'il y a très bien pu y avoir une histoire dans la famille, qu'un enfant, c'est pareil. Là, j'invente des trucs. C'est des hypothèses, quoi. Je sais pas. Mais peut-être qu'il y a un enfant qui s'est étranglé en prenant le sein de sa mère, et puis il a failli y rester, ou il y est resté, je sais pas. Et donc ça a été vécu de manière dramatique. Et quelque part dans ton inconscient, c'est ah ouais, mais si jamais j'allaite mon enfant, ben inconsciemment, je risque peut-être de le perdre, quoi. Là, je cite vraiment l'exemple, mais ça va être ça. C'est les transmissions transgénérationnelles de non-dits. C'est ce genre d'événement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de dramatique qui a existé, qui s'est passé à un moment. Et donc, ce sont les générations en dessous qui vont récupérer ce non-dit émotionnel et qui vont devoir, entre guillemets, le solutionner. Voilà. Je peux pas par rapport à ce problème d'allaitement, en fait, c'est pareil, je peux pas comme ça te donner les trucs, faut me consulter. Alors c'est pareil, je te dis, on s'envoie un petit mail, à limite on fait un échange téléphonique d'un quart d'heure, et puis bah, on voit ensemble comment ça se passe, quoi. Bah oui, les kystes au sein sont tout à fait d'origine émotionnelle. Après, il faut voir où est-ce qu'elles s'y situent. Je pense que ça va être au niveau des canaux galactophores. Eh bien, en fait, si ce sont des kystes qui sont au niveau des canaux galactophores, donc c'est très très bien localisé. Et ça, j'en parle dans mon bouquin sur les cancers du sein. Eh bien, en fait, c'est des phases de réparation, donc en fait, il n'y a plus rien à craindre. Voilà. Donc c'est à surveiller, évidemment, le corps médical va surveiller ça, mais moi je te dirais que tu n'as pas, je fais une phrase négative, et après je formulerai ça différemment, mais tu n'as pas à avoir peur de ces kystes au sein, puisqu'en fait, ça y est, je dirais, c'est passé. Ton conflit émotionnel est passé, ta réparation est passée, et aujourd'hui, il te reste des petits kystes. Alors, je formule ça de manière complètement différente, c'est, tu peux être rassuré, en fait, maintenant, tout va bien au niveau de tes seins, il te reste juste ces petits kystes, des petites calcifications, ok. Bon, bah, tu peux te les faire enlever ou pas, si c'est au niveau des canaux galactophores. Si c'est ailleurs, il faut qu'on voit ça de manière différente. Mais si c'est au niveau des canaux galactophores, bah, écoute, il n'y a pas de problème, quoi. Tout est réglé, quoi. Et après, ça serait de voir ensemble, bah, depuis quand tu sais que tu les as, est-ce que c'est très précis? Qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie qui aurait pu provoquer, en fait, ces petites tumeurs au niveau des canaux galactophores? Et qui a fait qu'un jour, bah, tu es passé en phase de réparation, et puis en effet, ça y est, du coup, tu as des kystes. Okay, les infections urinaires, s'il vous plaît. Donc en fait, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai écrit un bouquin que je vends 7 €, que je peux vous envoyer en fichier PDF, bah, si vous me faites la demande par email à contactgp44@gmail.com. Les infections urinaires, j'en parle dans mon bouquin. C'est un sujet passionnant puisque ça concerne énormément de femmes, ça peut aussi concerner des hommes. Mais si je prends l'exemple des femmes par exemple, en fait, est-ce que vous savez comment les animaux font pour marquer leur territoire? Vous avez 5 secondes pour me répondre. Les animaux vont marquer leur territoire par les urines, les selles, les griffes, les odeurs. Ok? Eh bien nous on fait exactement la même chose. Les urines, inconsciemment, sont là aussi pour marquer le territoire. Alors, une infection urinaire, ça va être quoi? Eh bien, imaginons que ce soit toi, Christelle, qui a des infections urinaires ou qui a eu une infection urinaire ou qui a des infections urinaires à répétition. Ok? Eh bien, est-ce qu'il n'y a pas un moment dans ta vie où tu t'es senti envahi dans ton territoire? Alors, ça peut être par exemple, tu es au bureau, voilà, normalement tu as un bureau pour toi toute seule, et puis, comme par hasard, on t'a collé un stagiaire, et puis ce stagiaire, pendant les 2 semaines où il était là, il a envahi ton territoire. C'est-à-dire qu'il a mis des dossiers partout. Tu ne pouvais plus bosser tranquillement dans ton bureau. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant les 2 semaines où ton stagiaire était là? Tu ne t'en es peut-être pas rendu compte, mais tu avais beaucoup plus soif et tu allais très souvent uriner. C'est-à-dire que le fait de se sentir envahi dans son territoire, à ce moment-là, il y a un réflexe automatique qui se fait, c'est que, ok, c'est ta fille, il y a un réflexe automatique qui se fait de, eh bien, je vais aller uriner. Mais nous, les humains, on s'en rend pas compte puisqu'on va aller aux toilettes. Mais si tu étais, je dirais, une louve, ou si ta fille était une louve, eh bien, elle irait faire pipi sur son territoire beaucoup plus souvent pour marquer plus son territoire, pour marquer que c'est elle qui est là, c'est elle qui domine. Et donc, quelque part, bah, les autres femelles n'ont pas à venir. Ok ?
Donc, si on reprend l'exemple de ta fille qui est dans son bureau, qui vit son conflit, et puis on est vendredi soir, dernière semaine, le stagiaire, il fait son pot de départ, il offre un petit biscuit, une petite friandise à l'équipe, et il s'en va. Mais on peut quasiment être sûr que si c'est pas le week-end, c'est le lundi, lorsque ta fille rentre à son bureau, il n'y a plus le stagiaire. Ça y est, elle retrouve son bureau comme il était avant, elle retrouve son territoire. Et là, mais c'est quasiment dans la seconde qui suit où elle prend conscience qu'elle retrouve son territoire, qu'elle déclenche son infection urinaire. Ok ? Si elle prend... voilà, donc c'est pour ça que c'est super intéressant et passionnant le décodage biologique des maladies. C'est-à-dire que du coup, ta fille, ok, à la limite, tu regardes la visio de ce soir, où elle achète mon bouquin, elle lit le truc, et puis elle dit alors ok, depuis quand je fais mes infections urinaires? Ah bah ça a démarré il y a 6 mois, et en effet, bah c'était mon petit ami, machin, ok, bidule, voilà. Et si elle se dit, ben ouais, c'est vrai que j'avais pas ma place, ou je me sentais envahi dans mon territoire, voilà. Vraiment la prise de conscience des émotions qu'elle pouvait avoir dans son conflit émotionnel. Elle va pas forcément se souvenir en fait qu'elle allait uriner beaucoup plus pendant un certain temps, etc. Encore que, mais c'est pas ça. Mais en effet, c'est plutôt de se dire à partir de quel jour est-ce qu'elle a fait son infection urinaire. Imaginons, je reprends mon exemple du stagiaire. Et ce stagiaire, on va dire que c'était quelqu'un qui buvait beaucoup de coca. Voilà, le stagiaire, pendant 2 semaines, il sifflait 2 canettes de coca par jour et en plus, il les laissait traîner partout. Ok ? Donc ta fille, elle rentre le lundi matin, voilà, elle trouve son bureau parfait, elle fait son infection urinaire, elle se pose les questions, oui ok, je me suis senti envahi dans mon territoire pendant 2 semaines par ce stagiaire, prise de conscience, son infection urinaire, à la limite, ne dure que la matinée. Et oui, parce que le fait qu'on prenne conscience des ressentis émotionnels, des non-dits émotionnels, ça va accélérer la phase de réparation. C'est-à-dire que sa cystite va durer que quelques heures généralement, ou peut-être la journée, mais ça va s'arrêter là. Le cerveau, c'est bon, tac, il arrête l'infection urinaire. Et puis, une semaine plus tard, ça recommence, re-infection urinaire. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel, virtuel, symbolique et imaginaire. Alors, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, cette expression-là, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de bien s'ancrer dans notre fonctionnement. Parce que ta fille, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est allée au distributeur de boissons. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu la marque Coca-Cola, elle a vu une canette de Coca-Cola. Et automatiquement, pour son cerveau, c'est comme si le stagiaire était revenu dans le cerveau, pas dans le cerveau, mais dans le bureau. Et automatiquement, son cerveau se remet en conflit émotionnel d'envahissement de territoire parce que pour lui, il ne fait pas la différence entre le réel, le virtuel, le symbolique et l'imaginaire. Et pour lui, dès qu'il voit une canette de coca, c'est comme s'il était envahi dans son territoire. La canette de coca sort du champ de vision, ta fille pense à autre chose, et elle refait une infection urinaire. Donc c'est pour ça que des infections urinaires à répétition, c'est pas parce que la personne, en fait, un manque d'hygiène, qu'elle porte des vêtements qu'il lui faut pas. Encore que tout ça, évidemment, ça va je dirais, amplifier sûrement l'infection urinaire. Mais c'est que la personne va être en bascule, c'est-à-dire un coup elle résout son conflit, un coup elle replonge dans son conflit émotionnel, un coup elle résout son conflit, un coup elle replonge dans son conflit émotionnel, mais tant qu'elle n'aura pas pris conscience de ce qui symbolise l'envahissement de territoire, ça continuera. Ça, elle aura beau prendre des médicaments, de toute façon c'est son cerveau qui commande, quoi. Ok ? Donc voilà, à suivre. Ok, ouais, je regarde les commentaires. Ok, ma fille en fait répétition, donc c'est ça, faut aller voir avec elle. Que ce soit dans son milieu professionnel, peut-être qu'elle a un appartement et puis elle se sent envahie dans son territoire, parce qu'on peut très bien se sentir envahi dans son territoire dans un appartement parce qu'on a un voisin qui fait trop de bruit. Ça peut être ça par exemple en fait. Hein. Donc en fait le voisin il fait du bruit tout le week-end, je me sens envahi dans mon territoire, je vais plus faire pipi. Et puis, comme par hasard, comme il est en déplacement, il n'est pas là la semaine, c'est là où je fais mon infection urinaire. Parce que ça va mieux dans ma tête, je me sens moins envahi. Et puis elle revient le week-end, donc je replonge dans mon conflit. Vous voyez le truc? Alors, les médecins allopathes, cancer sont déconnés. Ouais, bon, ok, merci Emmanuel. Je dirais pas tout ton commentaire, hein, mais merci de ce commentaire. Ok, est-ce que les addictions sont émotionnelles? Si oui, comment les guérir sur la nourriture pour ma part?
Alors justement, j'avais fait un Facebook Live. Alors je t'invite Céline à rechercher dans tous les Facebook Live, alors pas tous, hein, parce qu'à un moment tu vas tomber dessus, mais j'avais fait un Facebook Live spécial addiction. Donc je t'invite à aller regarder. C'est pareil, ça dure 1 heure, hein, c'est assez rapide. Mais vraiment, je ratisse large par rapport aux addictions. Ce qui est intéressant par rapport aux addictions, en fait, c'est pour combler un manque. Ça peut être pour combler un manque affectif. Donc, ça peut être pour solutionner un stress, en fait, parce que l'addiction, ce qu'il va y avoir, c'est que ça va nous mettre dans un état, quelque part. Il y a ce qu'on appelle le circuit de la récompense qui rentre en jeu. Et donc, le circuit d'addiction fait que, ok, je suis dans une phase où je ne vais pas bien, là c'est vraiment pour simplifier les choses, quoi. Je suis dans une phase où je ne vais pas bien, j'ai un ressenti de manque, un ressenti de vide, un ressenti de qui t'appartient Céline, mais en fait qui te met en stress et où tu ne vas pas bien. Et le fait de compenser avec, là toi c'est de l'alimentation, des gens ça peut être tout simplement, certaines personnes ça va être l'alcool, ça va être la cigarette, ça va être les drogues, mais ça peut être aussi tout simplement, en effet ça peut être de manger du sucre. Ça peut être une addiction, peut être vraiment sur d'autres choses, ça peut être aussi, je sais pas, là j'en ai pas comme ça qui me viennent parce que c'est pas le sujet de ce soir et j'y ai pas trop pensé, mais voilà, donc en fait c'est vraiment le moyen que ton cerveau a trouvé pour se soulager d'un mal-être entre guillemets, pour te mettre dans cette phase de circuit de la récompense. Ah bah ouais, ça me détend, ça va mieux, je libère mon stress, voilà. Donc c'est ça qu'il faut aller chercher. Et c'est pareil, j'ai accompagné des personnes là-dessus en quelques séances, c'est résolu quoi, parce que mon travail de thérapeute n'est pas que d'aller chercher forcément des origines émotionnelles, c'est aussi de faire prendre conscience à la personne de certaines choses, pour ça j'ai quelques outils, et puis c'est aussi à la personne de se reprogrammer quelque part, c'est aussi à la personne de reprendre de nouvelles habitudes. Et ça généralement c'est les deux complétés, ça se fait très bien, c'est-à-dire que la libération de mémoire émotionnelle qui appartiennent à la personne ou pas, c'est comme si, je dirais, on laisse de la place, mais cette place, il faut essayer de la re-remplir par de bonnes habitudes, par de bonnes émotions, de bons sentiments, et de manière à ce que la personne, se rétablisse et reprenne un fonctionnement comportemental qui soit, je dirais, normal entre guillemets, c'est-à-dire sans addiction, ou bien qu'elle ait un retour à la normale de son état de santé. Ok. Ouais, oui, l'industrie pharmaceutique, ils font un peu la pluie et le beau temps sur la santé des gens parce que, à la limite, on va même vous trouver des maladies qui n'existent pas, quoi. Alors attends, le SPM, je connais pas. Hein, Angelina, ouais, je sais pas, ce SPM. Alors là, tu vois, je vais être super méga réactif. Je vais taper SPM sur Google. Mais je sais pas si je vais trouver comme ça parce que je sais pas, est-ce que tu as... ouais, c'est des abréviations, donc est-ce que tu peux me dire quel est le nom de la pathologie exactement, puis je pourrais te répondre à ce moment-là. Ouais, de rien Christelle, avec plaisir, je suis là pour s'asseoir. Ok, syndrome prémenstruel, donc ça va être douleur, tu veux dire, hein, c'est ça, ça va être douleur prémenstruelle, je suppose. Très forte douleur. Eh bien, il peut y avoir plusieurs raisons par rapport à ça. C'est pareil, j'en parle dans mon bouquin. Donc, il peut y avoir... En fait, alors... C'est ça la question à se poser. C'est comment dire, les règles, donc, c'est-à-dire que là, je vais rien vous apprendre. Hein, vous allez me dire, oui, mais pourquoi il nous parle de ça? Si, mais c'est bien en fait de resituer les choses dans leur contexte, quoi. À quoi servent les règles? En fait, c'est-à-dire que une fois par mois, les femmes vont avoir une ovulation. C'est-à-dire que c'est dans le but de se reproduire. Et donc, pour accueillir le futur œuf, c'est-à-dire l'ovule qui sera fécondé par un spermatozoïde, eh bien en fait vous avez la paroi de l'endomètre qui se gorge de sang. L'endomètre, c'est la paroi qui est à l'intérieur de l'utérus, ok? Elle se gorge de sang, ça va faire des villosités de manière à ce que l'ovule fécondé, en fait un ovule est fécondé 7 jours plus tard, si les choses se passent bien, et je dirais dans 90% des cas les choses se passent bien, l'ovule fécondé va venir se coller au niveau des parois de l'utérus, à un endroit très précis, et ça va permettre le développement cellulaire de l'utérus, de former un embryon, un fœtus, et l'enfant va pouvoir se développer dans le ventre de sa mère. Qu'est-ce qui fait que
quelque part, une femme peut avoir des règles hyper abondantes ou bien qu'il va y avoir vraiment des très fortes douleurs au niveau de l'utérus. Il y a différentes possibilités, notamment de ce qu'on parle de l'endométriose. C'est-à-dire que l'endométriose, ce sont comme si vous aviez un endomètre, des cellules de l'intérieur de l'utérus qui se faisaient à l'extérieur de l'utérus. Il peut y en avoir autour des ovaires, il peut y en avoir autour de l'utérus. Mais généralement là-dessus, par rapport à ces syndromes prémenstruels, là c'est pareil, je ne vais pas avoir la réponse juste exacte à ta question parce que ça peut venir de plein de choses, plein d'origines émotionnelles différentes. Mais ce qui peut être intéressant de voir, c'est toi par rapport au fait d'avoir un enfant, comment tu te vois en tant que femme, en tant que maman. Et puis c'est aussi comment tu te places par rapport à ta mère. Ok? C'est est-ce que voilà, alors ce sont des hypothèses, donc je ne dis pas que toi tu es comme ça, mais ce sont vraiment des hypothèses. Est-ce que peut-être ta mère était une femme qui vraiment avait le pouvoir à la maison? C'est-à-dire, est-ce que ta mère te laissait toute ta place d'enfant, de petite fille, de jeune femme chez toi ou pas? Je vais brancher mon téléphone parce qu'il n'y a plus de batterie. Hop. Voilà. Donc c'est vraiment là les premières origines, c'est ça. C'est quelles ont pu être les relations entre toi et ta mère ou entre toi et ta mère aujourd'hui? Est-ce que ta mère ne prenait pas trop de place? Et puis, est-ce que éventuellement, chez ta mère ou dans les généalogies au-dessus, est-ce qu'il n'y a pas eu des femmes qui ont eu des difficultés à avoir des enfants? Est-ce qu'il n'y a pas eu des femmes, en fait, qui quelque part, on peut peut-être mourir en couche, etc., etc., etc. Donc là, on va passer pareil dans du transgénérationnel, ça va se faire en constellation, et ça va se faire très bien. On va aller chercher l'origine émotionnelle qui font les origines émotionnelles, parce qu'à mon avis, il y en aura plusieurs. C'est un concours concours de circonstances qui fait que toi, en effet, par rapport à ta mère, il y a ci, il y a ça, ou par rapport au fait d'avoir des enfants aujourd'hui, il y a ci, il y a ça. Et puis, en effet, ta mère, peut-être qu'elle a vécu à une époque une IVG, je ne sais pas. Peut-être qu'il voilà, il y a eu un enfant décédé en couche, peut-être que dans les généalogies au-dessus, il s'est passé d'autres choses. Mais donc, on va aller chercher tout ça. En fait, ce sont tous les programmants à ton souci de santé. Et lorsque tu libères, en fait, c'est toi qui vas libérer ces programmants, mais en fait, tu vas libérer aussi pour les généalogies au-dessus, et surtout celles qui vont venir après toi, quoi. Mais lorsqu'on libère ces mémoires émotionnelles, et ben en fait, ça va vraiment permettre de déprogrammer ce qui inconsciemment au niveau de ton cerveau fait que tu dois avoir d'énormes douleurs au niveau de ton utérus et voilà, J12, ok. Donc c'est ça qu'il faut aller voir, mais là c'est pareil, tu m'envoies un petit mail et puis on peut en parler un petit quart d'heure au téléphone. Comment pouvez-vous trouver ce qui se passe dans les générations précédentes? Eh ben, c'est une excellente question. Donc en fait, ma spécialité, c'est ce qu'on appelle des constellations familiale et systémique. Donc en fait, ça consiste en quoi? Eh ben, ça peut se faire soit en groupe, soit en individuel. C'est vraiment une technique thérapeutique que moi je trouve géniale parce qu'on peut consteller, je pourrais consteller par exemple mon petit doigt si parce que j'ai mal ici ou parce que vous avez mal, et tout comme on peut consteller en effet le problème de syndrome prémenstruel. Dans les constellations familiales et systémiques, il faut comprendre que des émotions qui ont été ressenties par un ancêtre il y a 50 ans, eh bien, on peut incarner ces émotions, ces ressentis émotionnels de cet ancêtre, les mettre en lumière, leur permettre de s'exprimer et après de se libérer de ça. Alors ça paraît un peu fou peut-être, ça paraît illogique, ça paraît impossible, sauf que j'organise une fois par mois une constellation de groupe. On en a fait une il y a 15 jours, on était une dizaine de personnes, et ce sont vraiment des instants magiques, c'est-à-dire que quelle que soit la personne qui est là dans le groupe, si on lui demande d'incarner l'arrière-grand-père de telle personne, même si on ne sait pas ce qu'a vécu cet arrière-grand-père, eh bien cette personne peut, d'un seul coup, va nous dire, ok, là je ressens de la tristesse, là je ressens de la colère, là je ne peux pas regarder telle personne, là j'ai besoin de dominer. C'est la magie des constellations familiales et systémiques, c'est-à-dire que qu'on sache ou pas ce qu'a vécu la personne, on peut aller chercher cette information. Et là, je parle vraiment d'information, une information émotionnelle, une information sur le vécu de la personne. Et c'est ça qui vient influencer la personne qui est vivante à l'heure actuelle. C'est de ça dont la personne doit se libérer, puisqu'on va parler à ce moment-là de loyauté. Il y a un exemple que j'avais déjà pris la semaine dernière, c'est donc un chirurgien qui s'appelle Ghislain Devreux, qui est québécois. Et je vais vite fait faire un court résumé parce qu'il est 9h passé là et je voudrais pas durer plus d'1 heure.
Donc en fait, un jour, il est appelé en urgence parce qu'il y a une petite fille de 9-10 ans qui s'est empalée sur une tige métallique. La tige métallique est passée entre le vagin et l'anus, s'est remontée là-dedans. Les pompiers n'avaient pas de scie, ils l'ont désincarcérée de la tige métallique. Et quand Ghislain Devreux, le chirurgien qui est spécialisé au niveau des viscères, arrive, il dit bah, « je sais pas si je vais pouvoir faire grand-chose et la sauver parce que c'est dramatique, là. Elle a dû être vraiment très abîmée à l'intérieur de son corps. » Et puis non, en fait, la tige métallique est passée à côté des veines, des artères, des organes vitaux, c'est passé à côté du cœur, à côté du foie, et la gamine, elle a strictement aucune séquelle. 15 jours après traitement antibiotique, ok, la gamine consulte avec sa maman, la gamine, elle pète le feu. Par contre, la mère, elle est hyper stressée. Il questionne la mère, et puis la mère lui dit, bah ouais, mais moi c'est pareil, à peu près dans les mêmes âges, je me suis empalé en fait sur la selle de mon vélo. Ah, ok. Il re-questionne la mère, et puis en fait, il apprend que la grand-mère de la petite, l'arrière-grand-mère de la petite, avait été abusée sexuellement quasiment aux mêmes âges. Il n'y a pas de hasard là, hein. C'est pour ça que ce soir, bah, je donne beaucoup d'exemples, je dirais, où j'argumente avec cette transmission transgénérationnelle, parce que par rapport à vraiment beaucoup de pathologies, il n'y a pas de hasard dans la maladie, c'est que souvent le programmant, on peut le trouver dans la vie de la personne, mais on va aussi généralement le trouver chez les ancêtres. Qu'est-ce que les ancêtres ont pu vivre, qui fait que ça se transmet de génération en génération, ou même ça peut sauter 2-3 générations, et là d'un seul coup vous avez la personne qui se retrouve avec une problématique, quoi. Ok, ma grand-mère a perdu 7 enfants à bas âge. Ok, bah... Ok. Je dis pas que tu as la réponse à l'origine émotionnelle de ton problème, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher là-dessous, quoi. Ok. Regarde, une idée qui me vient comme ça. Ma grand-mère a perdu 7 enfants en bas âge. Est-ce que le fait d'avoir un utérus qui fabriquerait énormément d'endomètres avec beaucoup de sang, ça ne permettrait pas de mieux accueillir l'enfant de manière à ce qu'il puisse, de manière à assurer sa survie? Mais du coup, c'est dans ton ventre. Tu vas me dire, bah oui, il est pas né. Mais ouais, mais c'est de la surprotection de l'enfant le jour où il sera là. Et peut-être que là, c'est super intéressant parce que généralement, une pathologie vient directement influencer la perception des choses, la perception de la vie de la personne et sa façon de se comporter. Est-ce que, alors, je sais pas si tu as des enfants, mais imaginons que tu en aies ou que tu en aies pas, mais est-ce que tu serais vraiment la maman poule à vouloir vraiment les protéger, peut-être à surprotéger des enfants? Et bien tu vois, même si tu, je dis bien si, je ne sais pas si c'est le cas, mais si tu avais ce comportement-là, eh bien, il y a de fortes chances pour qu'il soit conditionné par ce qu'a vécu ta grand-mère, c'est-à-dire que bah, elle, peut-être qu'elle s'est sentie impuissante, incapable de protéger ses enfants qui sont décédés, et toi tu peux peut-être, je dis bien peut-être, être en loyauté avec elle, et du coup avoir cette tendance physiquement à vouloir surprotéger un futur enfant. Bon voilà, ça te parle. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est pas intéressant, il fait des hypothèses. Bah, sauf que quand une personne me consulte, là je suis plus du tout dans l'hypothétique, et on va chercher l'information exacte, la personne s'en libère, généralement elle le ressent dans son corps, elle le ressent dans ses tripes, elle le ressent dans ses émotions, et il y a une bascule qui se fait, quoi. Ok? J'aurais voulu vous parler de polyarthrite rhumatoïde, mais ça sera une prochaine fois, ou bien je vous en parle maintenant. Est-ce que ça vous intéresse que je vous parle de polyarthrite rhumatoïde, d'un exemple de polyarthrite rhumatoïde hors note? J'attends votre réponse. Oui, non. Et puis bah, je dirai après, je vous donne cet exemple et on clôture en 5 minutes. Alors, je n'ai pas d'enfant et je rencontre des hommes qui ne peuvent pas me faire... Ah. Ok, ben écoute Angelina, mon mail c'est contactgp44@gmail.com et puis ben, on peut parler 15 minutes au téléphone et puis voilà, peut-être on va rien débloquer en 15 minutes, hein, c'est juste d'en parler, quoi. Ok. Voilà, bah ouais, Emmanuel, on a fait une séance l'autre soir et bon, Emmanuel, lui, voilà, il a... Alors, avec Emmanuel, on a fait une séance à distance, hein, on est à peu près à 600 km l'un de l'autre et c'était au téléphone, quoi. Mais il était à fond dans dans les ressentis, mais c'est super. Donc, exemple de polyarthrite rhumatoïde. Une femme, du jour au lendemain, déclenche polyarthrite rhumatoïde au niveau des doigts et aujourd'hui, bah, elle est franchement handicapée parce que du coup, voilà, ça déforme vraiment les mains comme ça quand c'est pas résolu, quoi. Donc,
Donc la question c'est, ok, polyarthrite rhumatoïde, c'est une phase de réparation. Donc ça veut dire qu'elle a été en conflit émotionnel pendant un certain temps, parce que polyarthrite rhumatoïde, c'est pas un rhume, c'est pas une otite, c'est quand même une pathologie qui vient toucher les articulations à différents endroits du corps et qui peut vraiment déformer carrément les articulations à cause de la polyarthrite. Question, qu'est-ce qui s'est passé les jours, les semaines précédant les premiers symptômes de la polyarthrite rhumatoïde? Elle me dit, j'ai marié ma fille. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as marié ta fille? Et là, je vous raconte l'histoire. En fait, c'est une femme qui a été mariée pendant 15 ans avec un pervers narcissique. Et elle est toujours très douée de ses mains. C'est-à-dire que c'est une femme qui adore faire de la couture. Donc elle faisait pendant les 15 ans où elle était mariée, c'est elle qui faisait les vêtements de son mari, les vêtements de ses enfants, les siens. Mais elle n'avait jamais de remerciements, elle n'avait jamais de félicitations de la part de son mari. Donc en fait, elle ne s'est jamais sentie valorisée dans ses gestes, dans ses mouvements qu'elle faisait avec les mains, avec les bras. Ok? Pendant 15 ans, très forte dévalorisation. Ils se séparent. Là, zéro symptôme. 5 ans plus tard, sa fille se marie. Et qu'est-ce que lui demande sa fille? Autre question, qu'est-ce que lui demande sa fille pour son mariage? Je vous laisse répondre, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que la fille de cette dame a demandé à sa mère qu'elle lui fasse pour ce mariage? Corinne, sa robe. Yes! Sa fille lui demande de faire sa robe de mariée. Elle lui fait sa robe de mariée. Alors, est-ce que vous imaginez, dans la tête de la mère, ce qui se passe lorsqu'elle voit sa fille dans sa robe de mariée qu'elle a fait avec ses propres mains, et que forcément, elle n'est plus dans la dévalorisation, elle est dans la valorisation, mais alors plus, quoi. Ok? Dans la semaine qui a suivi le mariage, premier symptôme. C'est-à-dire qu'elle est passée de ses 15 ans de femme mariée où elle n'a jamais été valorisée, et même plutôt dévalorisée parce que son mari était pervers narcissique. On sait comment ils sont, ces personnes-là. Les pervers narcissiques, c'est des hommes, mais c'est aussi des femmes. Ok? Là, en l'occurrence, c'était son mari. Dévalorisation et surtout pas de valorisation dans les gestes, dans les mouvements. Il se passe 5 ans, elle a toujours zéro symptôme. Je veux dire, par contre, le fait qu'elle ressente le plaisir à voir sa fille dans sa robe de mariée et que les gens disent « Qu'est-ce qu'elle est belle, ta fille dans sa robe de mariée, c'est toi qui l'as faite, etc. etc. » Là, dans son cerveau, ça bascule de « Je me suis toujours senti dévalorisé » à « Je me sens valorisé dans mes gestes, dans mes mouvements. » Boum, ça déclenche direct, quoi. Phase de réparation. Alors malheureusement, ça faisait 15 ans qu'elle avait ça, donc vraiment très dur. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a pu énormément travailler grâce à des exercices que propose Jean-Jacques Crèvecoeur. Elle a fait des formations avec Jean-Jacques Crèvecoeur en fait sur la gestion de la douleur, et ça a super bien marché sur elle en tout cas. Donc du coup, au niveau de la douleur, c'était vraiment super bien diminué. Par contre, handicap par rapport à ça. Donc première chose que je lui ai dite, c'est à chaque fois qu'aujourd'hui tu fais des mouvements, tu fais des gestes, c'est de te féliciter, de ne plus être dans ces ressentis désagréables où tu te dis j'y arrive pas, ou j'ai du mal à tout ça. Non, c'est dans ta tête de te dire ok, non j'y arrive, et petit à petit j'y arrive de mieux en mieux. Vous voyez, c'est de se valoriser soi-même. Et je lui dis aussi, est-ce qu'il y a des choses chez toi qui peuvent encore te rappeler ton mari? Vous voyez, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel, le virtuel, le symbolique et l'imaginaire. Parce que je lui dis, imaginons que tu as encore une photo de famille et que ton cerveau voit la tête de ton mari, ça peut te replonger automatiquement dans cette sensation de dévalorisation, comme avec la canette de coca. Elle me dit, j'ai bien un de mes fils qui ressemble beaucoup à son père. Je lui dis, ouais, mais là, ton fils, tu vas pas y faire grand-chose. Donc par contre, c'est de verbaliser, de prendre conscience que son mari, pas son mari, mais que, lapsus de ma part, mais que son fils qui ressemble à son mari, en effet, qu'elle soit en paix avec ça, quoi. Okay, qu'elle ne voie pas forcément son ex-mari à chaque fois qu'elle regarde son fils. Et ne serait-ce que juste qu'en lui donnant ces 2-3 infos, en une semaine, elle arrivait beaucoup mieux à faire des gestes et à retrouver une certaine dextérité pour se mouvoir avec tout son corps, quoi. Parce qu'après, la polyarthrite, c'était pas qu'au niveau des mains, c'était les mains, les coudes et puis les chevilles. Et puis aussi, c'était greffé avec elle ce qu'on appelle les canaux collecteurs d'airain. Donc ça, j'en parle assez souvent dans mes visioconférences. En fait, c'est que lorsqu'une personne un conflit émotionnel de tout me tombe dessus, ou j'ai tout perdu, c'est comme si à la limite, même c'était le ciel qui me tombe sur la tête,
eh bien, elle va se mettre dans le mode survie et elle va faire de la rétention d'eau. Et en effet, même si elle n'était pas très épaisse, eh bien, on voyait au niveau de ses poignets que quelque part, quand on appuyait, eh bien, ouais, c'était mou, quoi. Mais c'est qu'en fait, elle faisait de la rétention d'eau. Et le fait d'être dans cet état de mode survie inconscient, elle fait de la rétention d'eau, ça multiplie par 10, par 20, par 30 les symptômes de toutes les autres pathologies. Donc en fait, là, il y avait deux choses à traiter. D'une, sa polyarthrite, toutes les dévalorisations qu'elle a pu avoir, des dévalorisations dans toute la lignée féminine, parce que si elle a vécu ça, c'est que les femmes au-dessus d'elle, c'était exactement la même chose, à mon avis. Et puis aussi, vraiment la priorité des priorités, c'est déprogrammer au niveau des canaux collecteurs d'urine, déprogrammer sa rétention d'eau de manière à ce que les symptômes de douleur, les symptômes là au niveau des articulations s'amenuisent et qu'il puisse retrouver une certaine dextérité. Ouais, le fait de verbaliser libère le cerveau, sauf que très important de verbaliser pour libérer le cerveau. Après, tout seul, on peut avoir du mal à prendre conscience de tous ces non-dits émotionnels. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner, parce que en fait, notre cerveau va avoir des fusibles, c'est-à-dire qu'il va tout faire, je dirais, pour ne pas qu'on replonge dans des tristesses, qu'on replonge dans des drames émotionnels. Donc c'est comme s'il mettait des filtres. Le fait d'aller voir un thérapeute, un praticien, et bien ça, nous, les filtres, en fait, ils n'existent pas pour nous parce que c'est pas notre inconscient qui va nous protéger, c'est l'inconscient de la personne qui protège la personne elle-même. Et ça, on va passer outre et puis on va vraiment aller chercher voilà, les non-dits émotionnels. Eh bien écoutez, je vais arrêter là parce que là j'ai explosé le timing. Enfin bon, ça va un petit quart d'heure, c'est pas non plus dramatique, mais je préfère quand même faire des formats courts d'1 heure. Donc toutes les vidéos sont en replay sur internet. Vous pouvez aller voir différents articles. Ce que je propose sur mon site internet, c'est boostez-vous.fr. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même horaire, 20h, 21h. Je connais pas encore le sujet, mais je le mettrai et sur mon site, et sur Facebook, et sur Meetup, parce qu'il y a des personnes qui viennent de Meetup. Et puis bah, voilà, si ça vous intéresse, j'ai mon bouquin que je vous mets à 7 €. Envoyez-moi un petit email à contactgp44@gmail.com. Voilà, si vous voulez acheter mon bouquin sur tout ce qui est pathologie au féminin. Donc cancer du sein, endométriose, il y a aussi l'hyper et l'hypothyroïdie qui ne sont pas spécialement féminins, mais ça intéresse beaucoup de personnes, etc. etc. Cancer du col de l'utérus, jumeaux perdus. Ok? Eh bien merci à vous, bonne soirée, prenez soin de vous, j'espère à très bientôt, et puis voilà. Allez, et cette vidéo est en replay sur Facebook pour tous les mois à venir, puisque toutes les vidéos sont en replay sur Facebook, donc n'hésitez pas à partager. S'il y a des personnes que ça peut intéresser, vous leur dites, voilà, vous copiez l'adresse mail de la vidéo, vous l'envoyez à la personne et vous dites, tiens, regarde la vidéo, c'est intéressant, peut-être que tu vas te sentir concerné, et puis en avant, quoi. Ok? Céline Odigat. Alors, en fait, là, tu me poses une question, mais j'ai fini, Céline. Je ne vais pas rester jusqu'à 10h. Tu m'envoies un email, et puis je réponds à ta question. Pas de problème. Ok, Céline? Merci, bonne soirée, ciao.